Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour chers amis, merci d'être ponctuels comme nous. À 10h, on se retrouve donc tous les jeudis pour revenir sur l'actualité politique de la semaine en compagnie de nos journalistes. Leur nombre est réduit ce matin. Le CPP, comme on le disait à l'instant, est décimé par un syndrome grippal. Vous allez avoir ce matin l'opinion, l'analyse politique de Abed Sherif. Bonjour. Et puis, El Qadi Hassan. Bonjour. Voilà, un duel intéressant, je vous l'assure. On revient donc sur ce qui nous a marqué cette semaine et puis on dit bon rétablissement à tous ceux qui n'ont pas pu être là ce matin. En un mot déjà, retour rapide sur l'actualité qui vous a marqué, une image, une déclaration, une information. Abed. Écoute, moi j'hésite entre le chahut de généraux et un événement autrement plus dramatique, c'est la mort de 7 personnes dans un incendie criminel à Zeralda. C'est une banalisation de la violence qui devient, qui a dépassé le stade de l'inquiétude, de l'inquiétant. On attendra un petit peu parce que je pense qu'on en est encore au stade de l'enquête. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Une bagarre, on verra un petit peu plus tard comment les choses, ce qui s'est passé réellement. Hussein. Écoutez, sans conteste pour moi, les 100 jours de détention du général Benhadid. Voilà. Ses avocats l'ont rappelé cette semaine dans un point de presse pour dire aucun acte d'instruction. C'est un vieux monsieur qui a été jeté en prison et qui est en train de consommer apparemment une peine de prison qui a été déclarée par aucun tribunal. Et son état de santé toujours aussi précaire, toujours aussi précaire. Il est à l'infirmerie de la prison d'Al-Harrach. Mais surtout, c'est son sort juridique qui fait problème et qui est un vrai scandale. Bon. On va revenir durant cette émission sur ce chahut des généraux. C'est ce que tu disais à l'instant. Surtout que c'est un beau titre, Abed. Au moment où le président de la République veut constitutionnaliser la réconciliation nationale, les faits viennent lui rappeler et nous rappeler à tous que les années 90, c'est pas fini, que la page n'est pas tournée, que non seulement la page des années 90 n'est pas tournée, mais elle n'est pas assumée. Et c'est là que fusent toutes les questions ce matin. Alors, Khaled Nazar, Mohamed Betchin, Ali Haroun, Zerouel, Hamrouche, Ait Ahmed, son âme plane sur tous ces hommes. Son âme plane sur ces hommes parce que lui disait qu'il y avait des alternatives politiques, qu'elles existaient, que le régime n'a rien voulu entendre et que ça nous aurait évité tout le drame que l'on connaît et la suite que les choses ont prise après l'arrêt du processus électoral. Voilà. Donc on va en parler ce matin, mais ma première question, c'est est-ce que vous pensez réellement, après toutes ces déclarations qui ont suivi cette semaine, pensez-vous qu'on a envie de remettre sur le tapis ce dossier des années 90 ou est-ce que c'est uniquement pour laver l'honneur de ces hommes? Question. Hassan. À mon avis, tout ça n'est pas planifié. C'est un peu les circonstances qui ont fait qu'on se soit retrouvé à parler des années 90, la disparition de Hussein Ait Ahmed. Cette polémique sur lui a-t-on proposé ou pas le poste de président, si je peux dire mon avis là-dessus. Moi, j'ai tendance à penser que qu'il n'y avait pas encore une solution bien arrêtée. Au moment où le général Nazar a parlé avec Hussein Ait Ahmed, il n'y avait pas encore un schéma de sortie de crise précis. Et donc, on lui a probablement proposé de jouer un rôle dans la solution. Le général Nazar dit que ce rôle, ce n'était pas le rôle du président. D'autres disent que c'était peut-être celui-là. Mais ce n'est pas le plus important. C'est pas le plus important. Et donc c'est pas exprès qu'on soit arrivé à parler des années 90 aujourd'hui. Par contre, il y a peut-être la nécessité pour le général Nazar de se protéger contre un retour de balancier de l'histoire. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, les janviéristes se sont présentés pour l'opinion algérienne comme étant ceux qui ont sauvé la République. L'élan populaire provoqué par la disparition de Hussein Ait Ahmed vient montrer que, en fait, quelqu'un qui a proposé une autre solution, aujourd'hui, est considéré comme porteur d'une part de vérité qui n'était peut-être pas suffisamment visible jusque-là. Donc on a exhumé une autre voie possible. Et donc, en creux, on peut laisser comprendre que
on peut laisser comprendre que ceux qui ont choisi l'arrêt du processus électoral ont fait une erreur. Jean Nazar est un peu sur ce sillon de la défense de son action. De l'honneur ou pas, sauve-t-il l'honneur ou pas, c'est déjà, il y a des niveaux de responsabilité, c'est déjà un débat un peu plus fouillé. Qu'est-ce que tu en penses, Abed? Moi, je pense d'abord que si c'était le général Nazar qui s'était exprimé en 92 pour défendre l'idée de mettre fin au processus électoral, si c'était lui qui avait parlé, les Algériens auraient dit non. Non, c'est clair. Ça m'amène à poser la responsabilité de ceux qui ont vendu l'idée de Nazar. En 92, la décision a été prise par un cercle de généraux et il y a des civils intellectuels, entre guillemets, qui ont pris en charge le soin de vendre cette idée, de la défendre, de la commercialiser et finalement de la légitimer un petit peu. Mais je suis persuadé que si c'était Nazar qui avait fait un discours pour dire on arrête les élections, tous les Algériens auraient dit on accepterait n'importe quelle solution sauf celle de Nazar. Vraiment, dans les années 90, tu le penses? Bah oui, il suffit d'écouter cet homme-là aujourd'hui, d'écouter son argumentaire pour se rendre compte que ce qui a été fait n'était pas fondé sur des objectifs politiques que ces intellectuels ont avancé. C'est-à-dire ils ont réussi à enjoliver un fait qui était un simple coup d'État. Ouais. Tu nous replonges justement dans ces années 90. Et de la pire des manières, je trouve. Oui, mais à l'époque, Abed, je peux te rappeler qu'à l'époque, dans les années 90, bon, c'est vrai qu'il y a un travail qui a été fait par ces hommes puissants, mais Nazar était tout puissant à l'époque. Et l'idée qu'il avait lancée ou vendue aux Algériens que si les islamistes arrivaient au pouvoir, eh bien, c'est fini la démocratie. Je pense que sa déclaration, sa sortie aujourd'hui, effectivement, met des doutes sur cette période, mais à l'époque, on était dans un autre contexte et une bonne partie des Algériens. Je pense qu'il faut déjà corriger. Les islamistes n'arrivaient pas au pouvoir. Les islamistes arrivaient à la majorité parlementaire qui les autorisait à diriger un gouvernement. C'est déjà pas pareil. Le pouvoir, en janvier 92, comme aujourd'hui, c'est la présidence de la République. C'est les mêmes prérogatives. C'est la même possibilité de dissoudre l'Assemblée, c'est la même possibilité de décréter l'état d'urgence, etc. etc. C'est exactement pareil. Tant que le président de la République était républicain, on n'était pas encore dans la prise du pouvoir par les islamistes. Ça c'est un distinguo constitutionnel extrêmement important. Maintenant, sur le terrain, on peut dire que, effectivement, si le gouvernement devient dirigé par le fils, il y a une partie des Algériens qui vont croire que le fils a le pouvoir et qui vont rallier complètement le camp du fils, etc. Mais voilà, et on ne peut pas dire que le fils a gagné le pouvoir en 91 en décembre. Il avait franchi une étape avec sa direction historique à Blida, en prison. Il faut toujours le rappeler. Il y avait Abdelkader Hachani à la barre. Et c'était pas les dirigeants du fils les plus importants ils étaient en prison. Et les fils étaient partis pour gouverner, probablement pas tout seuls parce qu'ils voulaient pas gouverner tout seul. La majorité des communes, la majorité des villes. Oui, mais la Constitution, on peut avoir toutes les majorités, mais le vrai pouvoir, il est toujours à la présidence de la République. Ceci pour corriger cette approche de. Effectivement, est-ce que ce sont les militaires qui ont fait peur à la société, ou est-ce que c'est la société qui a eu peur et qui a fait appel aux militaires? C'est là où je suis pas d'accord avec Abed. Abed, il est dans un scénario où c'est les militaires qui décident de tout, et puis ils vont chercher quelques intellectuels pour commercialiser leur idée. On n'est pas du tout dans ce cas de figure. Le Conseil national du salut qui s'est mis en place, c'est un Conseil national qui était habité par la peur. Moi, je comprends une partie de cette frange-là. Il y avait le mouvement femmes. Il y avait le mouvement femmes moderniste, etc., qui avait peur des islamistes. Moi, je ne vais pas leur reprocher. Voilà, je vais pas leur reprocher de s'être affolé, d'avoir paniqué et d'avoir appelé à l'arrêt du processus électoral. Moi, je considère que c'est une erreur. De mon point de vue. Mais je peux comprendre leur attitude. Il y avait des intellectuels laïcs du style du RCD, etc., etc. Ils n'ont pas besoin du général Nazar pour aller. Et eux-mêmes voulaient arrêter le processus électoral. Ils avaient peur. Ils avaient peur des islamistes. Donc, dire que, en fait, les généraux ont décidé tout seuls d'arrêter et ils ont trouvé des gens pour commercialiser leur idée, à mon avis, c'est une fausse approche de ce qui s'est passé. Il y a une complicité. Il y a une convergence d'intérêts. Non, il y a une complicité entre vous. D'accord. Il faut que je réponde à ce qu'il dit. D'accord. Le fait qu'il y ait des gens qui avaient peur, c'est réel.
il y a une frange de la société qui ne voulait pas du pouvoir des islamistes. Et qui est convaincue encore aujourd'hui de la bonne décision. Qui redoutait ce qui lui est arrivé, ce qui pouvait lui arriver, a raison. A raison. Ces gens-là avaient raison. Il n'y a pas à nier. Ça, c'est des faits d'histoire. Maintenant, que ces gens-là aient sollicité l'armée, ou que l'armée les ait utilisés pour mener son coup d'État, là est la divergence. Et si on pense que c'est cette frange, appelons ça entre guillemets moderniste, société civile, si on pense que cette frange a convaincu l'armée, là on est de mon point de vue, on est à côté de la plaque. En tout cas, aujourd'hui, la faiblesse des arguments de Nzar, qui sort une première fois, plus une deuxième fois, plus une troisième fois, des déclarations à la presse, ça met le doute, ou ça jette le doute, en tout cas, sur la solution proposée par les généraux, par le haut commandement. Il y a toujours eu le doute. Non, mais aujourd'hui, on parle de situation avec du recul. Il y a eu presque 100 000 morts. Moi, je ne crois pas aux 200 000 morts. Je n'ai jamais cru aux 200 000 morts. Quand on prend une tablette, ça ne fait pas le compte. Mais 78 000 morts officiellement. On va tourner sur ce chiffre, un peu plus peut-être. Il y a eu tous ces morts-là. La solution de l'armée n'était pas bonne. Mais est-ce qu'il y a eu de la manipulation ou pas? C'est ça la question. Parce que Aït Ahmed, qu'est-ce qu'il nous dit? Ce qui s'est passé. Aït Ahmed, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit il y a une alternative, elle existait. Hier, on ne voulait pas l'entendre. Aujourd'hui, avec du recul, on se rend compte qu'il avait peut-être raison, qu'il en savait peut-être plus. On se rend compte c'est de là que nous, enfin, je sais pas. Qu'il y avait une alternative, c'est ce que vous dites. On a toujours dit qu'il y avait une alternative. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui ont fait l'interruption du processus électoral essayent d'expliquer. Moi, ce que je comprends de ce que dit Nzar, c'est que ce n'est pas une démarche volontaire, calculée, planifiée depuis le départ. Il dit presque que c'est une série de concours de circonstances. D'abord l'attitude du président Chadli. Il dit, c'est pas nous qui l'avons enlevé, il voulait partir. Il a démissionné et il nous a fait savoir par Ben Qurtubi qu'il fallait trouver une autre solution sans lui. Voilà, donc il essaie de diminuer du poids historique de l'armée dans ce qui s'est passé. C'est une inflexion. C'est-à-dire entre l'attitude d'il y a une dizaine d'années où les gens viristes bomber le torse en disant on a sauvé la République, et l'attitude d'aujourd'hui où ils disent voilà, on s'est retrouvé devant une situation de crise et on a été obligé d'agir en fonction de ceci et cela, c'est vrai qu'il y a une inflexion, c'est vrai qu'ils sont plus... Pourquoi? Comment l'expliquer? Il s'agit du puissant général Nzar, du haut commandement qui avait tous les pouvoirs et qui a vendu à tous les Algériens qu'il ne fallait pas laisser passer les islamistes, qu'il n'y avait pas d'autre alternative, qu'aller vers ça, c'était aller vers le néant. Le général Khaled Nzar nous montre ce qu'il ne faut pas faire en politique. Lui, il a réagi comme un militaire. Un militaire a une réaction, disons, mécanique. Face à une adversité, face à un ennemi, il a un plan de bataille pour réagir. Il a réagi de la manière la plus primaire qui soit. Or, janvier 1992 impliquait une réaction politique, c'est-à-dire extrêmement complexe, extrêmement réfléchie. Khaled Nzar n'en était pas capable. Ceux qui lui ont succédé et qui sont aujourd'hui dans les postes qu'il occupait, lui et ses collègues à l'époque, ne sont toujours pas capables d'apporter cette réponse. Nous sommes dans un pays qui pense, et on reviendra toujours à cette phrase qui restera pour la postérité de Abdelhamid Mehri, qui a dit qu'en 1954, ceux qui ont pris les armes avaient raison. Et ensuite, on a pensé que ceux qui ont les armes ont raison. Or, ceux qui ont les armes n'ont pas raison. La gestion du pays se fait par les politiques. Voilà, pour conforter un peu ce que dit Abed, je pense qu'effectivement, dans l'arrêt du processus électoral de 91-92, il y avait une grande part d'improvisation. C'est-à-dire que tout ça, ça prouve déjà qu'on ne s'attendait pas à une aussi large victoire du fils au premier tour des législatives. C'est pas encore ce qu'il y avait dans la fameuse lettre qui avait été adressée. Oui, il y a eu une grande improvisation. J'en veux pour preuve quelque chose que m'a raconté Bled Abslam, il m'a dit quand je suis arrivé aux affaires, j'ai été arrivé en juin 2000, après le décès du président Boudiaf, donc en juin 1992.
dit, je fais le point avec Gérard Nzar sur la montée en puissance des attentats. Il y a l'attentat de l'aéroport au mois d'août. Il dit, est-ce que vous les connaissez? Est-ce qu'ils sont fichés, ces gens-là, etc., etc. Et le général Nzar lui fait un aveu. Il lui dit, on a été pris de court, il y en a de nouveaux qui montent, etc. Et il lui reconnaît, il dit, on a même raté Cheboté et Miliani. C'est-à-dire qu'on a annoncé la démission de Bouteflika, de Chadli. Je rêve du départ de Bouteflika, donc de Chadli, le soir du 11. Et dans la nuit, au petit matin, des éléments du DRS se sont présentés chez Cheboté, des anciens de Bouyali et Miliani, pour prévenir, pour les arrêter, et prévenir leur plongeant dans la clandestinité. Ils étaient partis avant, quelques heures avant, on le sait. Ils étaient pas... Donc, en fait, même l'armée n'était pas prête à ce qu'elle était en train de faire. Pour dire que ça s'est fait beaucoup dans la précipitation. Et à mon avis, le facteur d'incompétence politique dont parle Abd est extensible aussi. Il ne faut pas oublier que l'armée venait de perdre un président de la République, c'est-à-dire du point de vue des règles sécuritaires. Il y avait une désorganisation affreuse. Écoute, c'est tellement vrai, mais on est effrayé a posteriori par l'absence d'un plan B, d'un plan C, etc. J'ai travaillé sur les documents de l'époque, j'ai fait un livre sur cette époque-là. Qasdi Merbah a fait une déclaration en décembre, autour du 12 décembre, donc à peu près 3 semaines avant les élections. Il a dit, voilà ce qui va se passer. C'était tellement... Quand on lit ça après, tu te dis, mais écoute, c'est pas possible qu'il ne savait pas. C'est dans le mille. Voilà. Oui. Un pays sérieux, avec des institutions sérieuses, prendrait cette analyse au sérieux. C'est quand même l'ancien patron de la sécurité militaire. C'est pas n'importe qui. 2, moi j'ai eu la conviction, après avoir travaillé très longuement sur ça, que Chadli était convaincu qu'il y aurait un résultat équilibré. On l'a réussi à le convaincre qu'il y aurait un résultat équilibré. Donc politiquement gérable. Voilà. Et donc, ce qui était aux affaires à ce moment-là, DRS, gouvernement, enfin de ce qu'il y avait autour de lui ont vendu cette idée. Est-ce qu'ils l'ont fait délibérément ou là, ils étaient aveuglés, ils ne savaient pas. Dans les deux cas, c'est très grave. Donc, cette espèce d'amateurisme dans la gestion des affaires du pays, et mon article d'aujourd'hui, en 2016, c'est-à-dire 20 ans plus tard, porte sur l'amateurisme de la gestion de la présidence de la République. Cet amateurisme me frappe. Comme je suis quelque part un peu complotiste, je n'arrive pas trop à y croire. J'ai tendance à me dire qu'il y a du délibéré dans tout ça. Alors, tu parles d'amateurisme, il n'empêche, à l'époque, on avait l'armée face à un gouvernement qui existait, un gouvernement qui avait envie de se réformer et qui avait envie de faire des choses et de créer cette république. Il ne faut pas se tromper de séquence. Ce pas gouvernement était parti. Là, on est avec le gouvernement. On était dans le contexte, oui. Sid Ahmed Ghazali, c'est différent. Non, je ne parle pas de celui-ci, je parle de celui d'avant, c'est-à-dire celui de Hamrouch, le gouvernement de Hamrouch. Je parle de l'époque où le FFS avait repris du poil de la bête, où le FLN était encore était à la hauteur, et ensemble, cette république que l'on aurait voulu aujourd'hui, il y avait une chance, on se rend compte aujourd'hui qu'il y avait une chance, mais aujourd'hui, tu nous as projeté dans l'avenir. Aujourd'hui, on a une armée qui est ce qu'elle est aujourd'hui, et puis un gouvernement qui n'est pas du poids. Alors, qui n'est pas moi, je vais te dire ce que je pense de tout ça, de tout ce qu'on a dit jusque-là, tous ces sujets dont on parle, Nzar, Betchin qui lui répond, etc. Moi, ma conviction, c'est que c'est un pays qui est bloqué, complètement bloqué, qui n'arrive pas à trouver d'issue, et que, objectivement, et contrairement à ce qu'on pense, Nzar, Betchin, tous les gens qui interviennent aujourd'hui pour créer ce chahut généraux, ils servent énormément Bouteflika parce qu'en parlant de ça, on évite de parler de la situation d'aujourd'hui, qui est la même, le blocage est là, et il n'y a pas de solution en vue. Enfin, il y a aussi une autre nuisance, mais à mon avis, elle n'est pas délibérée. C'est qu'en exhumant ce chantier de l'arrêt du processus électoral, on risque d'ouvrir à nouveau... Électoral ou démocratique? Tu es en train de vendre ton... Électoral, pourquoi?
Électoral, Je pose la question. démocratique, c'est plus compliqué, mais électoral, c'est clair. Et C'est toute la arrêté. question est là, justement. Toute la Enfin, question, elle est d'actualité. Monsieur Ali Haroun Ouais. dit qu'il y a eu un arrêt du processus électoral, mais pas C'est ça. du processus démocratique. D'autres disent que le processus démocratique s'est arrêté déjà avant l'arrêt du processus électoral. Donc c'est un débat d'école. Mais le risque avec l'arrivée, le retour de cette polémique, c'est de fragiliser. Enfin, nous, on a vécu pendant longtemps avec un clivage réconciliateur éradicateur, qui en gros correspond au clivage entre ceux qui étaient pour l'arrêt du processus électoral et qui l'ont soutenu, et ceux qui n'étaient pas pour et qui ont ensuite, pourquoi moi je suis un des rares ici au Café Presse à soutenir ce qui s'est passé à Zeralda en juin 2014, après l'élection de Bouteflika pour un 4e mandat, parce que je considère que sur le plan symbolique, le CNLDT était un saut par-dessus les années de la guerre civile. C'est-à-dire quand l'image, la photo de Saïd Saadi avec Ali Jeddi et Boukhemkhem, je crois que c'était Boukhemkhem, du FIS, des anciens dirigeants du FIS, nous permet de fermer cette... Aujourd'hui, il y a une nouvelle problématique. On est dans une redistribution des cartes. Le retour avec cette polémique des anciens qui, effectivement, incarnent un blocage politique terrible en Algérie, risque de nous amener Saïd Saadi pourrait dire, moi j'ai appelé, parce qu'il était de ceux qui avaient appelé à l'arrêt du processus électoral pour telle et telle raison, et puis d'autres, le FFS et d'autres vont dire non, c'était encore une erreur, etc. Ce serait bien qu'on puisse éviter ce piège-là, parce que vraiment ça ne nous ferait pas beaucoup avancer, et je n'irai pas jusqu'à dire que le général Zerra en parle pour cela, mais nous sommes guettés en plus par ce piège aujourd'hui. Les hommes qui ont pris la parole cette semaine, ce sont des hommes du passé. Ce sont tous des hommes du passé. Est-ce que la question, par exemple, des islamistes encore au pouvoir, parce qu'on n'en est pas seulement à expliquer, cela par l'opposition ou par la capacité de l'opposition à pouvoir se réorganiser, mais est-ce que c'est le débat qui est d'actualité aujourd'hui, le débat qui lance, ou est-ce que ces hommes sont encore d'actualité aujourd'hui? Est-ce qu'ils peuvent faire l'avenir politique demain? Visiblement, ces hommes n'ont pas 20 ans, ça se voit. Mais, par leur capacité de nuisance, peut-être. Mais leur action, et ce sont des gens qui ont agi à un moment clé de l'histoire du pays. Ils ont fait prendre au pays un virage, et l'Algérie est encore dans la suite de ce virage. Elle n'en est pas sortie, ce dont parlait Ihsan. Dépasser la période la plus dure qui a suivi janvier 92, on n'a pas encore réussi à le faire. On est dans un pouvoir qui est le même. On est avec un président qui a fait adopter la loi sur la réconciliation nationale, donc qui est supposée effacer les années 90. Le problème, c'est que même si on a effacé le président les années 90, on n'a pas effacé le président qui allait avec. En fait, en termes de période politique, pendant longtemps, l'Algérie vivait dans l'ombre du 19 juin 1965. C'est-à-dire c'est l'événement politique qui a dicté deux périodes, deux présidences, celle de Boumediene et celle de Chadli. C'est-à-dire que rien ne pouvait se faire en termes de changement sans qu'on ne se réfère à cette grille qui fait que l'armée a pris le pouvoir, qui fait que l'armée produit les présidents de la République et que de toute façon, le militaire prendra le dessus sur le politique dans la décision en Algérie. Janvier 92 marque ou nous livre un nouveau marqueur politique. Il ne peut pas y avoir de changement majeur en Algérie sans référence à ça. C'est-à-dire qu'on continuera à essayer de légitimer ce qui s'est passé. Le général Bouteflika est venu proposer la réconciliation, mais il n'a jamais clairement dénoncé l'arrêt du processus électoral comme étant une erreur, même si lui-même, en privé, l'a longtemps considéré comme étant une erreur. Il faisait partie des gens qui considéraient qu'il ne fallait pas faire cela. Alors j'ajoute, malheureusement, pour l'avenir, parce qu'il faut parler de l'avenir, les suites tragiques de cette décision. Il y a deux responsables. Il y a un autre responsable dans ce qui s'est passé dont on ne parle pas ici, moi je tiens à le dire, c'est quand même le FIS et sa radicalité. Le FIS nous a emmenés dans cette impasse aussi. Parce que le FIS, s'il avait une direction politique éclairée, plus éclairée que celle qui avait à cette époque-là, peut-être qu'il aurait composé pour ne pas faire peur à l'Algérie, à la partie de l'Algérie qui ne l'aime pas. On n'est pas en train de les dédouaner, de toute façon. Non. Il y avait peut-être une possibilité d'un gouvernement FIS-FLN qui soit modéré, qui respecte les règles de la République, qui ne cherche pas à imposer supprimer le Dostour et imposer la charia, etc. Je suis en train de parler d'un scénario qui se déroule ailleurs avec d'autres acteurs, voilà, mais qui n'a pas pu se faire. Donc je suis en train de dire, le FIS est de l'autre responsable de cette situation-là. C'est très important de le rappeler. Les années 90
ont produit des crimes atroces. Ceux des terroristes islamistes radicaux, djihadistes, on les connaît et on ne peut pas aussi les oublier. Non. Ceux des appareils de sécurité, aujourd'hui, ils sont moralement imputables à ceux qui ont décidé de l'arrêter post-électoral. Il faut bien noter que le général Nzar, on ne peut pas l'attaquer sur les disparitions forcées. Le général Nzar a quitté au début du processus. Il a quitté en janvier 1994. Le gros des disparitions, en gros, a commencé à ce moment-là, après. Donc, il n'est pas très attaquable. Mais moralement, politiquement, il endosse cette période-là. Il l'endosse parce qu'il a choisi ce cap de la confrontation alors qu'il était possible de faire autre chose. Donc, ils se sont aussi enfermés dans ils se sont acculés quand on accuse l'armée d'avoir été responsable de ce qui s'est passé. Il faut encore rappeler qu'il y a 7200 disparitions forcées qui sont reconnues par l'État algérien et qui sont du fait de cette époque. Tu es en train de dire qu'on n'a pas tous les acteurs, là. Tu es en train de dire qu'on n'a pas tous les acteurs des années 90. Tu parles du général Khaled Nzar, mais il faudrait parler aussi de quelqu'un d'autre, le général Toufiq Mdiane, donc, qui a constitué un petit peu la colonne vertébrale du pouvoir des janvieristes sur pratiquement un quart de siècle. Bon, il n'est pas cité, mais moi, si je devais arriver à une conclusion, oui, je dirais que Khaled Nzar a gagné. La preuve, nous sommes en train de parler de janvier 92. On ne parle pas de l'Algérie de demain. L'Algérie de demain, Ben Hadid en a parlé et il a dit l'armée ne peut plus refaire ce qu'elle a fait en 92, il s'est retrouvé en prison. Donc voilà, il n'y a plus personne pour faire comme 92. Ouais. C'est un peu ça. Tu vois, on n'arrive pas à parler de l'Algérie d'aujourd'hui, de sa constitution absurde, de son chef d'État qui est dans une situation absurde. Quel mot utiliser pour parler du Premier ministre? Je n'en trouve pas. Du gouvernement. On a un pétrole à $30. Oui, et donc, voilà, ce sont les réalités de l'Algérie d'aujourd'hui. Il n'y a aucune institution qui est capable d'appréhender cette situation dans toute son ampleur, de gérer, de trouver des solutions. Il n'y a pas d'homme politique assez crédible pour affronter cette situation. Et donc, voilà de quoi on va parler. La guerre entre Ali et Mouawiya et des années 90. Bon, on va s'arrêter à ça. Ne partez pas, on revient tout de suite.